Bonjour Guylaine David. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Guylaine, tu es co-secrétaire générale et porte-parole du SNUI PP FSU. J'avais envie de faire un petit bilan de rentrée avec toi ce matin. Je n'ai pas l'habitude d'être vulgaire, mais comme le président nous y invite, j'avais d'abord envie de te demander. Hier, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a lui-même fait les questions et les réponses à l'issue du Conseil des ministres. Il a dit et demandé aux journalistes, on va se parler franchement, a-t-il dit, qui emmerde qui, a-t-il demandé. Il suggérait bien sûr que ce sont les non-vaccinés qui emmerdent le monde, mais toi, à la question qu'il pose, qui emmerde qui, tu réponds quoi? Ah, alors là, j'ai bien envie de dire qu'effectivement, on est très emmerdé avec le ministère de l'Éducation nationale en ce moment parce que dans les écoles, les collègues n'en peuvent plus parce que effectivement, depuis 18 mois de crise sanitaire, ça n'avance pas et on n'obtient que très peu de choses et surtout, on n'est pas entendu. C'est-à-dire que la réalité du terrain, ce qui se passe dans les écoles au quotidien, le ministre ne voit pas ce qui se passe, il ne veut pas voir. Donc, effectivement, on nous méprise. C'est une sorte de mépris hein, quand on ne prend pas en compte ce qui se passe sur le terrain. Il y a une forme de mépris et c'est ce qui est ressenti sur le terrain actuellement. Alors, c'est intéressant justement ce que tu dis sur le fait que vous n'êtes pas entendu, parce que quand même, dimanche soir, dans un journal, le ministre de l'Éducation nationale annonce aux enseignants une forme de nouveau protocole sanitaire, même s'il s'agit principalement des conditions d'isolement. Aujourd'hui, le Premier ministre annonce sur une radio que les enseignants vont peut-être bénéficier maintenant de masques non plus en tissu, mais de masques chirurgicaux. Est-ce qu'il y a des concertations? Ça, on ne le sait pas, les gens ne le savent pas. Vous avez des concertations. Toi, tu as rendez-vous au ministère, tu as Eh accès à oui. Blanquer. Le gouvernement cesse de dire que ça discute avec les personnels. Mais quand tu le vois, quand tu parles avec lui, tu as l'impression que vous parlez le même langage, que vous arrivez à vous faire comprendre à défaut de vous faire entendre? Alors, c'est sûr qu'avec Jean-Michel Blanquer, on ne parle pas le même langage, ça c'est évident, parce que Jean-Michel Blanquer, à chaque fois qu'il nous reçoit, c'est très rare quand même, hein. Sur les réunions sanitaires, on en a, on va dire, des fois c'est régulier, c'est-à-dire qu'on en a eu deux pendant les vacances de Noël, hein, une bilatérale la première semaine, une multilatérale, c'est-à-dire avec tous les syndicats la deuxième semaine. On fait part de nos revendications, de nos demandes du terrain. On est assez raccord hein, avec tous les autres syndicats enseignants et ça n'avance pas, c'est-à-dire qu'à aucun moment ils ne prennent en compte ce qu'on dit. Donc on n'a pas l'impression qu'il y a un dialogue. Il y a, voilà, on est là, on porte nos revendications, eux nous disent que tout va bien, hein, c'est aussi le bilan qu'ils font à chaque Ouais. fois. Et puis alors, Jean-Michel Blanquer vient de temps en temps. Donc là, ce soir à 16h, on a une réunion et il sera là. Donc je pense qu'il sera là aussi pour nous annoncer la bonne nouvelle des masques Les masques. chirurgicaux. Et puis, on va lui demander des comptes sur cette annonce parce que, effectivement, des annonces entre la réunion sanitaire qu'on a eue la semaine dernière où on nous annonçait un protocole qui allait peut-être un peu évoluer à la marge. C'est vrai, ils nous l'ont dit, mais pas à ce point-là. On ne pensait pas à ce point-là qu'on allait avoir un protocole qui changeait parce que le changement, il est radical quand même dans nos écoles hein, sur la gestion. Et l'apprendre par un journal le dimanche après-midi à 16h sur un journal avec un article payant. Bon, alors nous, on a appris en tant que responsables syndicaux, on a eu à peu près en même temps un message nous disant que la foire aux questions allait être mise à jour. Mais en gros, nous, on est responsables syndicaux, mais on a cette annonce-là du ministère. Mais les enseignants qui sont sur le terrain et qui préparaient leur classe pour lundi matin, ils n'ont jamais reçu de mail du ministre. Jamais. Et quand il le dit, quand Gabriel Attal dit si les enseignants ont été prévenus, non, les recteurs, les chefs d'établissement dans le second degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, mais l'enseignant de base, le directeur d'école, sauf si l'inspecteur lui a envoyé un message, mais l'enseignant de base, il n'a pas reçu de mail et je vais régulièrement voir ma boîte mail professionnelle. Je n'ai toujours pas de message sur le protocole sanitaire qu'il faut mettre en place tous les jours. Donc, il faut arrêter les mensonges aussi parce que Jean-Michel Blanquer ment régulièrement. Et ça ne se sait pas forcément parce qu'il fait bonne figure à l'Assemblée nationale quand il répond aux questions des députés. Encore un mot quand même sur les coulisses parce que c'est intéressant et ça, les gens ne le savent pas. Quand vous vous réunissez et quand le ministre vous fait l'honneur de sa présence, quelle est la teneur des échanges? C'est-à-dire que j'imagine que c'est sérieux, mais est-ce que c'est froid, c'est tendu, c'est crispé? Est-ce qu'il y a vous posez des questions, il y répond? Comment ça se passe Ouais. concrètement? C'est Comment très vous faites tendu pour... avec le Ouais. ministre.
Ben, alors, quand le ministre est là, c'est très tendu. Alors, en plus, depuis le début de la crise, ces réunions, elles se font en visio, donc elles ne sont pas propices à la discussion. C'est-à-dire que ce n'est pas un échange question-réponse, c'est-à-dire qu'on prend la parole, on nous donne la parole, on prend la parole, puis ensuite, c'est le suivant qui prend la parole, le ministre répond, mais on n'est pas dans le tac au tac où on répond du tac au tac. Vous savez, ce ministre, enfin, tu sais, ce ministre, il est assez particulier quand il s'adresse aux organisations syndicales. Il est dans la demande auprès des organisations syndicales de soutenir ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il veut qu'on dise dans les médias que ce qu'il fait pour l'école, c'est bien. Et il veut qu'on approuve son projet. Et donc, il ne comprend pas qu'on puisse entendre des accords. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas la contradiction. C'est bien ça le problème. C'est qu'on ne peut jamais être dans le dialogue et l'échange, c'est que, parce qu'il n'est pas dans l'acceptation de la contradiction. Donc, cet après-midi, on va le rencontrer, on va échanger. On va dire ce qu'on a à dire. Lui va nous dire ce qu'il a à dire aussi. J'espère qu'il va entendre. Alors, il a plus ou moins entendu, et le gouvernement a plus ou moins entendu cette précipitation, que ce n'était pas bien, parce qu'en fait, médiatiquement, c'est quand même très mal passé, cette affaire. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était pas correct de prévenir les enseignants comme ça et qu'on n'organisait pas les choses comme ça. Donc, j'espère qu'il va faire son mea culpa et qu'il va nous dire, parce que nous, on a besoin d'entendre ça aussi. Et les enseignants sur le terrain ont besoin d'entendre que, bah oui, parfois, le ministre peut se tromper. Et le ministre peut prendre de mauvaises décisions, il peut revenir sur ses décisions. Et parce que ce n'est pas le cas actuellement. Donc, il faudrait vraiment qu'il y mette un peu du sien, on va dire, parce que ça nous permettrait d'avoir un échange et un dialogue un peu plus construit avec lui. Autre motif de satisfaction de Jean-Michel Blanquer et qu'Emmanuel Macron va sans doute abondamment utiliser au cours de la campagne électorale, c'est celui c'est cet argument qui consiste à dire que la France est sans doute le pays au monde qui a eu la meilleure stratégie en matière scolaire, puisque son obsession de gouvernement, ça a été de toujours maintenir jusqu'au bout les écoles ouvertes. Qu'est-ce que vous lui répondez à cet argument? C'est au prix de quoi, le maintien des écoles ouvertes? Actuellement, de toute façon, on va pas se mentir. C'est-à-dire que les écoles, elles restent ouvertes pour pouvoir garder les enfants et pour que les parents puissent aller travailler. Il ne faut pas se cacher derrière, on est là pour maintenir les apprentissages des élèves. Quand on voit la différence entre les élèves du second degré qui ne sont pas vaccinés, donc qui, lorsqu'ils sont cas contact, doivent rester isolés 7 jours. C'est la règle actuellement. Les collégiens et lycéens qui ne sont pas vaccinés doivent être isolés 7 jours lorsqu'ils sont cas contact. Nous, dans nos écoles, les moins de 12 ans, ils ne sont pas vaccinés. Très peu. Il y en a très peu de vaccinés. Et pourtant, eux, on ne les isole pas, les cas contacts. On les remet ensemble dans la classe et on essaye de les tester plus ou moins bien parce qu'effectivement, on ne va pas réussir à les tester. C'est une vraie usine à gaz. Et surtout, ils sont au contact les uns des autres, donc le virus se propage. Quand Jean-Michel Blanquer décide et dit on va recruter, ne vous inquiétez pas, les personnels vont être remplacés parce qu'on va recruter des personnels, des jeunes retraités, des contractuels. Qui est-ce qui actuellement les recteurs n'arrivent pas à recruter des personnels? Ils proposent de recruter des personnels des étudiants à bac+2 ou des parents d'élèves qui auraient le master. Mais ce n'est pas des enseignants, ce n'est pas des gens qui sont formés pour enseigner. Enseigner, c'est un métier. Enfin, on ne prend pas une classe au pied levé comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens qui vont être recrutés, qui vont bien vouloir, s'il y en a, qui vont bien vouloir prendre une classe, ils vont garder les enfants pendant quelques jours, mais ils ne vont pas poursuivre les apprentissages. Donc, on ne peut pas se dire que là, les écoles sont ouvertes pour maintenir les apprentissages, pour garder le lien avec l'école et progresser, parce qu'on sait bien qu'on est dans un système où, là, on le voit bien sur le terrain, c'est-à-dire qu'on lui dit il n'y a pas d'enseignants, c'est pas grave, vous confiez la classe à votre ATSEM dans les écoles maternelles, ou à l'AESH qui est présent, les assistants, les accompagnants des enfants en situation de handicap, et on leur dit la classe elle va être gardée et il n'y aura pas d'enseignement. Quand on récupère nos élèves là, à J+0, ils se font tester, puis on les récupère au compte-gouttes, parce que le temps que les parents fassent les tests, on les récupère au compte-gouttes. Donc des fois on en a 5, 6, puis le lendemain on va en avoir 12.
Est-ce qu'on peut avancer correctement dans le programme et sur les apprentissages? Non. C'est-à-dire que, donc on voit bien que le mode d'enseignement actuellement, il est dégradé dans l'éducation nationale. Donc c'est purement une volonté économique, et c'est ça qui est scandaleux aussi, c'est qu'on se cache derrière ça. C'est-à-dire qu'on dit, il s'annonce comme le ministre de la réduction des inégalités. Mais non, si c'était le cas, il aurait pris d'autres mesures pour l'éducation. Justement, sur le thème sur la question des inégalités, qu'est-ce que vous dites, vous, SNUIPP, FSU, sur ce qu'alimente Blanquer? C'est ce débat sur le niveau des élèves. Lui, il semble dire que le retard des différents confinements aurait été rattrapé dans les écoles. Pourtant, on l'a vu, et tu le dis, les inégalités se sont accrues. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que tu constates, toi, sur le terrain, dans les écoles? Mais la seule façon qu'il a de constater ça, ce sont les évaluations CPCE1, hein. Ces évaluations qui sont faites en septembre et puis en janvier. C'est des évaluations donc, qui sont sur des cohortes de CPCE1 en français et en mathématiques. Alors, quand il dit ça, en fait, l'année dernière, bah oui, les évaluations de septembre, elles n'étaient pas bonnes, forcément. Il y avait eu un confinement en mars 2020, les élèves avaient eu, pour certains, 4 mois sans école. Donc forcément, elles n'étaient pas bonnes. Les élèves qui sortaient de grandes sections, ils n'avaient pas acquis tous les mécanismes qu'ils avaient besoin. Et puis, l'école n'a pas été fermée de septembre 2020 à janvier 2021. Et là, en janvier 2021, il a dit « Waouh, les enfants ont progressé ». Ben oui, c'est normal, les enfants, ils ne stagnent pas. S'ils ont 3 mois de classe, les enseignants ont fait le boulot, les enfants en lecture, ils ont progressé, ils progressent tout le temps, ils progressent tous les jours. Et donc, oui, ils ont progressé. Donc, ils se basent sur des choses en disant bah, oui, là, il n'y a pas eu 4 mois d'école, ils n'ont pas progressé. Puis là, il y a eu 3 mois d'école, ils ont progressé. Oui, c'est normal. Par contre, ce qu'on constate quand même dans ces évaluations, c'est les écarts entre les élèves de l'éducation prioritaire, donc les élèves les plus défavorisés, et les élèves favorisés. Il s'est creusé encore. C'est-à-dire que ça a creusé les écarts. Et c'est bien là le problème. C'est aussi le problème de la politique de Jean-Michel Blanquer qui axe tout sur les fondamentaux, le français, les maths, et qu'en lecture, il axe aussi sur un apprentissage très mécanique de la lecture. On n'est pas sur la compréhension des choses, alors que l'élève, pour développer toute sa connaissance et sa compréhension du monde, il a besoin de comprendre les choses. Et ça, les élèves dans les milieux favorisés, ils ont tout l'arsenal à la maison pour pouvoir comprendre ça. Et donc, les élèves les plus en difficulté, dans les quartiers populaires, eh bien, il faut que ce soit l'école qui mette en place tout ça. Donc, c'est toute la culture commune, c'est autre chose que les fondamentaux. C'est quoi la principale revendication que vous souhaitez porter ce soir, par exemple, puisque vous avez rendez-vous avec le ministre, qui serait la principale mesure importante à mettre en œuvre là tout de suite maintenant? Alors là, sur cette crise-là, et on le dit depuis le mois de décembre, puisqu'il y a eu un changement, hein, je ne sais pas si tu as vu le protocole, mais Oui, en bien sûr. décembre, début décembre, on est revenu à un protocole où on ne ferme plus les classes à un cas de Covid. Et nous, on le dit depuis le mois de décembre, puisqu'on l'a vu avant les vacances de Noël, ça a fait flamber les contaminations dans les écoles parce qu'il y a le temps d'incubation des élèves et qu'on voit qu'on a eu des enfants qui étaient, oui, ils peuvent être négatifs à J+2, J+3, mais à J+4, +5, ils seront positifs. Et pendant ce temps-là, ils étaient à l'école, ils contaminaient les autres. Donc nous, on voudrait revenir à cette règle qui était mise en application d'avril 2021 à décembre 2021. Il y a un cas positif dans une classe, on ferme la classe, on considère que tous les élèves sont cas contact dans la classe et on isole les cas contacts pendant 7 jours. Comme ce qui est fait au collège ou au lycée avec les enfants les jeunes qui ne sont pas vaccinés. Et on protège la classe, on protège aussi les autres classes, hein, parce qu'on sait qu'il y a du brassage à la cantine. Enfin, et en plus, on met tout le monde sur le même plan d'égalité, c'est-à-dire que ils sont tous à la maison, les enfants. Donc, l'enseignant, il va pouvoir mettre en place un système de suivi, d'accompagnement pédagogique, de continuité pédagogique en donnant du travail à faire, en suivant ses élèves et tout ça. Là, avec des élèves qui vont être positifs à la maison, négatifs à l'école, il ne pourra pas faire les deux. Donc, on aura des différences entre ces élèves-là, quoi. Vous appelez à la démission de Blanquer. J'ai vu que certains en appellent à la démission de Blanquer. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, parce que je pense que la politique de Jean-Michel Blanquer heurte beaucoup d'enseignants et de personnel de l'éducation depuis le début de ce quinquennat. Mais c'est une proposition que vous faites, vous?
vous mettez sur la table? Non, c'est pas une revendication ni de la FSU ni du SNUIPP, hein, la démission de Blanquer, même si on a de forts débats au sein de nos organisations syndicales sur cette démission. On n'en est pas arrivé là, même si on considère que ce ministre n'est plus audible pour le personnel de l'éducation nationale et il est plus digne de l'éducation nationale. C'est vrai que c'est quelqu'un qui enfin, il crispe les choses. Donc, on a en tout cas sur le terrain, un ressenti très fort vis-à-vis de ce ministre. Je pense qu'il n'a jamais eu autant de contestation au sein de… Enfin, c'est le ministre, enfin, même si dans l'éducation nationale, il y en a pas mal, hein, des ministres qui ont eu des fortes contestations, mais en tout cas, lui, il crispe. Il aura eu le record de longévité et le record de contestation. Oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a la longévité qui fait que… voilà, les enseignants enfin, ils ont un ressenti très fort vis-à-vis de lui. J'ai une dernière question justement, Guylaine. 5 ans de plus de Blanquer, et si ça n'est pas Blanquer, à minima Macron, ça veut dire quoi pour l'école publique et l'éducation en général? Ça veut dire que depuis 5 ans, Jean-Michel Blanquer a cassé l'école publique, hein, a détruit un certain nombre de choses. Hein. On pourrait revenir sur plein de mesures qui avaient été prises avant lui et qui ont été complètement détruites. Et il a supprimé, enfin, en tout cas, il a favorisé les inégalités, il n'avance pas vers la démocratisation du système. Et en tout cas, il a aussi favorisé, ce qu'on dit peut-être moins souvent, mais l'école privée. C'est aussi la casse du service public face à l'école privée. C'est-à-dire que la loi pour l'école de la confiance qui permet, qui oblige, qui porte l'obligation scolaire à 3 ans, elle a favorisé les écoles privées parce que forcément, on a donné des financements. Moi, je suis originaire d'une région très, très marquée par l'école privée parce que je suis originaire de Bretagne et nous, on le sent bien dans ces régions-là que le privé est très fort. Il y a une volonté aussi de sortir de l'école un certain nombre de disciplines pour les confier à des officines privées. Sur l'éducation prioritaire, il y a une volonté de contractualiser les choses et de ne pas avoir les mêmes aides partout et de ne pas avoir quelque chose qui soit au plus près des territoires. Ouais. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui a été destructif pour l'école et on imagine que derrière ça va être long à reconstruire et surtout on a la crainte que ça ne soit pas reconstruit mais que ça soit justement amplifié. Tout dépend des gouvernements qu'on aura à venir, mais ça pourrait être pire, ça c'est sûr, ça peut toujours être pire, donc ça pourrait être pire et surtout ça pourrait être ça pourrait être continuer. Hein. On pourrait parler aussi des salaires des enseignants, c'est-à-dire qu'il s'est dit le ministre des salaires des enseignants, du bien-être des enseignants, mais l'éducation nationale va très mal, les enseignants vont très mal. C'est difficile de le dire d'ailleurs parce que mais on a des démissions en cascade et on a des personnels qui vont pas bien. Et il a rien fait pour rehausser les salaires des enseignants parce que ce qu'il a fait, c'est même si ça touche les premiers échelons, il y a un certain nombre de personnels qui ne sont pas considérés. Bien, le constat est… le constat est bon, mais ça devrait… Le constat est difficile. Justement, ça devrait donner de matière à d'autres pour proposer une alternative un peu crédible pour ne pas laisser 5 ans de plus de… Bien sûr, ça veut dire qu'il faut nous proposer des choses, il faut suivre aussi ce que nous, on propose pour que l'école aille mieux et surtout que nos élèves, et surtout ceux des milieux les plus défavorisés, je n'avais pas prévu de te poser la question, mais c'est vrai que je suis tenté de te la poser parce que quand tu dresses ce constat-là et que tu vois que si on prend 5 ans de Macron de plus, on va aller plus loin encore sur la casse de l'école publique et effectivement toujours plus pour l'école privée, on imagine mal que Valérie Pécresse va proposer quelque chose de différent et qu'en face, à gauche, il n'y a pas grand-chose qui semble émerger. Ça te navre, ça te met en colère? Oui, ça me navre parce que je pense qu'il faut, c'est maintenant qu'il faut proposer des choses et il faut vraiment que l'école soit au cœur des débats.
Et effectivement, c'est au parti de la gauche de montrer que l'école, c'est important, enfin, et qu'on ne fera rien sans favoriser la jeunesse. Et donc, c'est le nerf de la guerre. Donc, il faut vraiment proposer des choses. Et il faut vraiment le mettre dans le débat public. Nous, on portera dans le débat public, on lance une consultation auprès des enseignants, une grande consultation pour qu'on prenne en compte l'avis du terrain. Mais il faudra vraiment que les différents partis de la gauche nous montrent qu'ils ont des propositions concrètes qui peuvent faire évoluer les choses. Merci beaucoup, Guylaine, d'avoir été mon invité, d'avoir Merci à pris de toi. ton temps et bon courage pour ta réunion ce soir avec Jean-Michel Blanquer. Ouais, merci. Bonne fin de journée.